Ils les avaient probablement vus en Égypte en faisant des voyages et ils les ont imités, ils les ont imités à leur manière, c'est-à-dire d'une manière extraordinairement naïve. On s'est demandé d'où ça venait, c'était mystérieux et finalement c'est Moshe Dayan qui avait une collection de ces objets, même la moitié d'entre ceux-là viennent de chez lui, qui a fini par vendre la mèche et qui a dit que ça venait de la bande de Gaza. Ah, d'accord. Donc des fouilles ont été organisées. Moshe Dayan, évidemment, était le héros national de l'armée, puisqu'il était le chef d'état-major pendant la guerre de 6 jours. Et eh bien, il avait effectivement acquis ces objets d'une manière assez secrète, disons. Et il faut reconnaître quand même que c'est un des plus beaux fleurons de l'archéologie de Gaza des 30 dernières années. Alors, il est vrai qu'un jour, il faudra que ces objets reviennent à Gaza et pour le plaisir de tout le monde. Hein, c'est vraiment tellement spécifique de Gaza. Je pense que les lois internationales obligent à restituer le produit des fouilles au pays occupé lorsque les conditions le permettent. Alain Chambon, qui seconde Jean-Baptiste Imbert, se rend chez Jaoudat El-Rodari. Depuis près de 20 ans, ce passionné d'archéologie collectionne des milliers de pièces dans l'espoir de voir s'ouvrir un jour un musée à Gaza. Peut-être d'Égypte. Et le marbre? Le marbre vient de Turquie en général. De Turquie. C'est islamique, n'est-ce pas? Oui, ceci c'est un très très beau décor mamelouk qui est fait sur un marbre de récupération. Nous avons une colonne romaine ou byzantine qui a été retaillée. Donc, dans toutes les périodes, on a réutilisé des ruines, des objets cassés pour en recréer un nouveau décor. Ceci est une croix. Nous montrons cette croix, bien que nous soyons musulmans. Nous la considérons comme une partie de notre culture en tant que Palestiniens. Alain Chambon est chargé d'établir l'inventaire complet de l'extraordinaire collection de Jaoudat El-Rodari qui retrace 3 millénaires de l'histoire de Gaza. Ah d'accord. Ah, je n'avais pas vu ça. C'est une lampe sur pied. Tête de lion, c'est extraordinaire. Vraiment. C'est une lampe en forme de dauphin. Forme de tête de dauphin, oui. Époque romaine, 1er, 2e siècle. Cet objet est vraiment unique, c'est exceptionnel. Ça marque bien Gaza, tout ça. Malheureusement, la plupart des objets historiques et archéologiques qui proviennent de Gaza ont été sortis du territoire. Ce que j'ai ici vient de Gaza et restera à Gaza. Et je suis sûr qu'un jour, tout cela ira au musée de Gaza. Ce que j'ai ici appartient à la nation tout entière. En attendant de pouvoir emmener au musée les enfants des écoles gaziotes, les archéologues palestiniens leur font visiter le site du monastère de Saint-Hilarion pour qu'ils se réapproprient l'histoire de leur ville. Bienvenue sur ce site archéologique important dans l'histoire de la Palestine. Il date du IVe siècle de l'ère chrétienne. À l'époque, l'Empire byzantin chrétien s'étendait sur la Palestine. Le monastère est un lieu saint très vénéré par les chrétiens. Les gens venaient de l'Afrique du Nord, de l'Égypte, pour visiter ce lieu et s'y reposer, avant de continuer leur pèlerinage vers Bethléem et Jérusalem. Voici le bassin de baptême. C'est un élément que l'on trouve dans toutes les églises. Il a la forme d'une croix. Pour que l'enfant devienne chrétien, il faut le baptiser. À l'exemple du Christ, qui s'est fait baptiser par Jean-Baptiste dans la rivière du Jourdain. Tout enfant, afin de devenir chrétien, doit se faire verser de l'eau sur la tête ou être baigné dans le Jourdain. Assez typique par sa forme, par sa pâte, par les deux petites anses comme ça qui sont bien hautes. Et c'est ce qu'on retrouve en majorité ici, en plus des céramiques d'importation qui viennent d'à peu près tout le bassin méditerranéen. À l'époque romaine, on croisait dans les rues de Gaza des Philistins, des Grecs, des Cananéens, des Phéniciens, des Juifs, des Égyptiens, des Perses, des Bédouins. Les céramiques de Gaza sont précieuses car elles furent les témoins de ces rencontres qui, sans les commerçants gaziotes, seraient restées improbables. Ils ont joué un rôle très important dans l'histoire de la Méditerranée. Ils ont été parmi les pionniers dans le commerce, il faut le dire, international entre Orient et Occident. Ils ont été une charnière. Gaza l'a bien située, entre Asie et Afrique, entre Arabie et Europe, entre mer et désert.
C'est à Gaza que 5 siècles avant Jésus-Christ, la route de l'Once prenait fin. À Gaza que les caravanes des nomades apportaient à d'autres chameaux la myrrhe, la cannelle, le poivre et le gingembre. À Gaza que l'on retrouvait sur les marchés, à peine débarqués des bateaux en provenance de la mer Rouge, des huiles parfumées, de l'opium et des onguents, des teintures, des cotonnades indiennes, des soies venues de Chine, des plumes d'autruche ou des peaux de léopard arrivées d'Afrique. Puis, les cales pleines, les bateaux repartaient vers la Grèce ou l'Italie à l'époque hellénistique, ou vers l'Espagne et même Marseille du temps des Romains. On soupçonnait qu'ici, des trésors de la splendeur passée sont enfouis au plus profond, sous le sable et les pierres. Les gens connaissent Gaza uniquement d'un point de vue militaire, mais on ne connaît pas sa grande histoire. Tout le monde est passé à Gaza depuis Toutmèche III, les Ramsès, Merneptah, les grands pharaons égyptiens. Sous ces pierres repose Gaza l'égyptienne, Gaza la grecque, Gaza la romaine, Gaza la byzantine. Des pierres, Gaza la palestinienne ne connaît guère que celle de l'Intifada, ou celle dont elle a besoin pour abriter une population de plus en plus nombreuse.